Dans les semaines et les mois à venir, TVL va avoir un rôle prépondérant, indispensable. Alors, nous comptons sur votre engagement. Libérons-nous des chaînes. Merci de votre soutien. Maintenant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Alors comme la semaine dernière, nous sommes obligés de respecter la fameuse trêve électorale en France, alors c'est l'occasion de partir aux États-Unis. À 5 mois des élections présidentielles, le duel Trump-Biden semble vaciller. Après des mois de tabou, la santé du locataire de la Maison-Blanche semble enfin éclater au grand jour. Alors Joe Biden ira-t-il au bout de sa campagne ? À quel prix va-t-il être remplacé? C'est tout ce que nous allons voir dans un instant. Mais avant, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors, s'il vous plaît, accordez-moi quelques instants pour cliquer sur le pouce en l'air. Évidemment, ça améliore le référencement de cette émission. Laissez vos commentaires juste en bas, tout au fil de l'émission. Pensez à la relayer également. Et puis, vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne de TVL sur YouTube. On est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Gérald Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Vous êtes un habitué de TV Liberté, néanmoins un grand merci d'avoir répondu encore présent à mon appel. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine, vous avez rédigé de très nombreux ouvrages. Le dernier peut-être Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, c'était aux éditions Confidentes et vous pouvez toujours le trouver sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors, une vidéo fait le tour de la toile depuis 24 heures, Gérald Olivier. C'est une vidéo de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Il évoque son actuel adversaire, Joe Biden, et puis le débat qui a eu lieu il y a quelques jours. Avant de commencer cette émission, on regarde ça tout de suite. Comment ai-je fait au débat l'autre soir? J'ai donné un coup de pied à ce vieux tas de merde. Il est en train d'abandonner la course. Je l'ai sorti de la course, ce qui signifie que nous avons Kamala. Je pense que ce sera mieux. Elle est si mauvaise, elle est si pathétique. Elle est tellement mauvaise. Pouvez-vous imaginer Biden en train de traiter avec Poutine et le président chinois, qui est une personne très dure? C'est un homme dur, c'est un dur à cuire. Alors on a remarqué le langage toujours fleuri de Donald Trump. Avant de vous donner la parole, Gérald Olivier, on voit un tout petit instant du débat du 27 juin entre Donald Trump et Joe Biden. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il avait dit à la fin de sa phrase. Je ne pense pas non plus qu'il sache ce qu'il a dit. Bon, ce débat, c'était un carnage, Gérald Olivier. Oui, c'était un. Il est rare que les débats présidentiels aient un impact aussi important et aussi immédiat que celui-là. Par contre, ce débat, il était déjà inhabituel parce que 27 juin. Il a eu lieu un 27 juin, on est à 5 mois de l'élection, vous l'avez dit dans votre introduction. C'est très très tôt dans la campagne et la première question que je me suis posée personnellement, c'était pourquoi un débat si tôt dans la campagne ? D'autant que pendant longtemps, Joe Biden n'avait pas manifesté grand intérêt à débattre Trump. La dernière fois, en 2020, ça s'était pas très bien passé ni pour l'un ni pour l'autre. Le débat avait été très désagréable, très mouvementé. Et donc, il n'y avait pas une attente réelle. Et puis, il a changé d'avis au cours du printemps. Il a changé d'avis pour deux raisons. La première, c'est que sa campagne commençait déjà à piétiner. La seconde, c'est que Trump avait été donc condamné 2 fois au pénal. Et ces condamnations ne semblaient pas avoir d'impact sur sa cote de popularité. Donc, au contraire, on l'a déjà vu d'ailleurs. Ça remontait, et puis ça lui apportait plutôt des ralliements d'ailleurs. Et donc Joe Biden a voulu relancer sa campagne à travers ce débat, et il a aussi voulu, et ça c'est très important à comprendre, il a voulu démontrer qu'il avait la capacité à être meilleur que Trump et à être président pendant
4 ans encore. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a démontré son incapacité même actuelle à assumer la fonction de président, et encore plus pour les 4 ans à venir. Donc ce débat a eu un effet désastreux, et je dirais qu'il a eu un effet doublement désastreux, parce qu'on a pu constater l'état réel cognitif du président américain aujourd'hui, et puis on a aussi pu constater que depuis des mois, la Maison-Blanche et le clan démocrate nous mentaient sur son état de santé, parce que c'est pas nouveau qu'il ait des difficultés. Il a toujours un petit peu bafouillé, il avait des pertes de mémoire, mais on estimait que depuis quelque temps, c'était devenu plus grave, et on avait en face de nous un mur, emmené par la Maison-Blanche, la porte-parole et d'autres, qui disaient pas du tout, en privé, ça se passe très bien, les vidéos sont manipulées, il y a aucun problème sur ton état de santé, et c'est pas du tout ce que les Américains ont pu constater à l'occasion de ce débat. Et là, on peut pas dire que la vidéo du débat a été truquée. Donc l'impact a été désastreux pour Biden, et je dirais désastreux pour les démocrates, parce qu'on a constaté que c'est eux qui mentaient. Et s'ils mentent sur ce point, ils peuvent sans doute aussi mentir sur beaucoup d'autres. Alors, il y a quand même quelque chose qui me surprend dans ce que vous venez de me dire, c'est que Joe Biden a voulu faire ce débat, vous le dites, 5 mois plus tôt. Est-ce qu'on peut penser vraiment que le président s'est dit, je vais aller affronter Donald Trump et ça va faire la lumière sur son incompétence et c'est moi qui vais triompher? Ou est-ce que ce sont des conseillers qui l'ont poussé à la roue jusqu'à ce qu'il y aille? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et si on a mis le débat si tôt, alors normalement, il devrait y en avoir un deuxième au mois de septembre. Normalement. On a hâte. Voilà, on verra s'il a lieu ou pas. Mais si le débat a eu lieu si tôt dans la campagne, il y avait cette idée, si ça se passe pas très bien, les électeurs auront le temps d'oublier. Et d'ailleurs, ça peut s'appliquer aussi bien à Trump qu'à Biden. Avant le débat, la victoire de Trump n'était absolument pas garantie. Le but de ce débat n'était pas seulement de mettre le coup de projecteur sur Joe Biden, mais du côté des démocrates, c'était de chercher à faire en sorte que Donald Trump sorte de ses gonds. Il était déjà sorti de ses gonds, il peut s'énerver parfois, lui aussi il perd son tact, il perd son sang-froid. Et l'idée c'était de le piquer, un petit peu comme le picador dans une corrida, vous savez, va affaiblir le taureau et l'énerver, en rappelant que c'était un criminel condamné, en rappelant que c'était un perdant, un loser, comme on dit en anglais, parce qu'il avait perdu l'élection de 2020, le provoquer... Ce qui était mauvais au golf, on l'a vu aussi. Il a essayé à la fin, c'était ridicule. Alors, la fin du débat a été un petit peu, ça partait un peu dans tous les sens, mais bon, pas grave. Le début était quand même très intéressant. Et à la fin du débat, on savait ce qu'il fallait savoir de toute façon. Mais voilà, c'était le provoquer pour montrer au public américain, dans le cas où Trump s'énerverait, qu'il ne méritait pas d'être président et qu'il fallait surtout pas le renvoyer à la Maison-Blanche. Ce que Donald Trump n'a pas fait pendant le débat. D'ailleurs, on l'a vu dans l'extrait. Globalement, il a presque eu pitié pour Joe Biden et il a eu un côté sénile, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est relâché à un moment. Il a compris qu'il avait gagné, que l'autre avait perdu les pédales et que ça servait à rien d'en rajouter. Il s'est un petit peu déconcentré parce que ses réponses étaient moins intéressantes, mais il est arrivé dans le débat motivé, focalisé sur le sujet, assez précis, très retenu dans son vocabulaire. Donc pour moi, elle a eu un très très bon début de débat. La fin était un petit peu moins bonne. Joe Biden a eu un début de débat catastrophique. Là, vous avez montré un extrait, mais dès sa première phrase, on ne savait pas ce qu'il voulait dire. Il était incapable de la terminer. C'était un bafouillement, je dirais, total du début à la fin. Donc ça a été une catastrophe pour lui. Et le journaliste était plutôt en soutien d'ailleurs, parce que quand il buguait, j'allais dire erreur 404, finalement il dit bon, on va passer à autre chose, quoi. Oui, absolument. Je les ai trouvés relativement neutres. Plus neutre que je n'aurais pu le penser, parce que c'était deux journalistes de CNN, dont l'un a été extrêmement, Jake Tapper, l'homme des deux, a été très très critique de Donald Trump, et parfois justement a su le provoquer sur certains événements, notamment le 6 janvier et d'autres. Et là, j'ai trouvé que la question sur le 6 janvier, elle est venue, le 6 janvier de vilain, 2021, bien sûr, les événements du Capitole, et Trump a très bien détourné la question. Parce qu'il a dit, le 6 janvier, l'économie allait mieux, le prix de l'essence était moins cher, il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il n'y avait pas de guerre à Gaza, etc. Donc le 6 janvier, à la fin de mon mandat, les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, quel que soit ce qui se soit passé à ce moment-là. Donc il a un petit peu détourné la question. Mais l'objectif du débat, pour en revenir à pourquoi est-ce qu'il a eu lieu si tôt, d'un côté, on essayait de provoquer Donald Trump, et puis de l'autre, les démocrates se sont dit, si ça se passe vraiment mal, comme ça s'est passé, on aura peut-être le temps de se retourner.
Et la question qui se pose aujourd'hui, plus que jamais, c'est est-ce que Joe Biden va rester le candidat? La petite vidéo que vous avez montrée pour commencer, Donald Trump vous dit que pour lui, c'est déjà acté. Il aura en face de lui Kamala Harris et non pas Joe Biden. Et pour être honnête, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est ce qui va se passer. On va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais on se dirige vers cette option parce que là, le cas de Joe Biden est presque désespéré. Alors justement, sur ce cas désespéré, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette espèce de tabou qu'il y avait sur son état de santé qui d'un seul coup explose. Et il y a effectivement ce tabou qui était dans le camp des démocrates et qui était dans le champ politique, on va dire. Mais il y a aussi surtout cette espèce de chape de plomb qui pesait sur les médias anglo-saxons, qui s'interdisait de parler de tout cela. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite compilation des frasques de Joe Biden ou des impairs ou des absences de Joe Biden depuis de nombreux mois, alors que personne n'osait en parler. L'inflation est un problème mondial en ce moment à cause d'une guerre en Irak. Excusez-moi, la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort. How much it means to me to have you swear me in today, and I thank you. Trust and confidence. I've got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my Thanks to all members of Congress and Homeland Security Secretary. I'm not sure I'm going to introduce you. Bon, on voit bien que ça existait depuis très longtemps, hein, comme je l'ai dit. Pourtant, jusqu'au 21 juin, c'est une semaine avant le débat, le New York Times disait que c'était absolument insupportable de voir ces vidéos de montage qui étaient montées en épingle pour réussir à décrédibiliser la candidature de Joe Biden. Et puis là, d'un seul coup, après le débat, on a eu des unes qui criaient panique, qui considéraient que le débat était un crash. C'est fini, là. Joe Biden, maintenant, il n'y a plus de soutien ? Alors, moi, je ne veux pas critiquer mes confrères, hein, mais c'est vrai que les journalistes, notamment aux États-Unis, notamment les journalistes de gauche, notamment le New York Times, qui a été une sorte de porte-parole de la Maison-Blanche depuis que Biden y est, il y a pas mal d'hypocrisie de leur côté, parce que c'est eux qui fermaient les yeux. C'est-à-dire qu'il fallait être très très complaisant quand on était journaliste et quand on était à la Maison-Blanche tous les jours, quand on suivait le président tous les jours, pour accepter le narratif de la Maison-Blanche qu'il n'y a aucun problème et qu'en fait il est parfaitement sur le sujet et qu'on est en train de manipuler les choses. Je rappelle qu'il y a un autre document que vous n'avez pas mentionné et qui ne rentre pas dans le comportement direct de M. Biden, mais vous avez eu au printemps la publication de ce fameux rapport du procureur indépendant Robert Hur concernant la détention par Joe Biden de documents classifiés. Et pour réaliser ce rapport, ce procureur a rencontré et interviewé à 2 reprises Joe Biden. Et c'était en 2023, il y a presque un an aujourd'hui. Et donc, dans le compte-rendu de son entretien, il souligne combien Joe Biden est quelqu'un de très gentil, mais c'est un vieux bonhomme, souvenez-vous de sa phrase, hein, c'est un vieux monsieur bienveillant, mais qui a des difficultés avec sa propre mémoire. Et il soulignait qu'il était en train de perdre sa mémoire immédiate, et de se retourner à des années, voire des décennies en arrière. Ce qui explique un peu les confusions qu'il a fait pour sa famille. Il a parlé qu'il avait rencontré le président français Mitterrand, qu'il avait rencontré le chancelier allemand Kohl tout récemment. Donc il est perdu. Et on le savait très bien. Donc il y a une certaine mauvaise foi de la part de certains journalistes pour prétendre que tout d'un coup, tout ce mur s'est effondré et que la vérité leur a sauté au visage alors que jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas la voir. Ceux qui avaient envie de la voir pouvaient la voir.
Et d'ailleurs, vous citez le New York Times, à l'opposé, il y a eu le Wall Street Journal, qui a été, je dirais, le premier article à commencer à faire un trou dans le barrage, parce que c'est un article qui est paru mi-juin, juste à peu près après les incidents qu'on a vus du débarquement et le comportement totalement perdu de Biden là-bas, où il a dit, on sait qu'en privé, certains des conseillers de Biden commencent à reconnaître qu'il a des difficultés. Et c'est le premier article qui véritablement a créé une brèche. Alors évidemment, il y a eu un démenti immédiat de la Maison-Blanche, mais voilà, aujourd'hui, on sait qu'il disait vrai et c'est devenu incontestable. Donc pour moi, le bilan de tout ça, c'est que la position de Joe Biden dans le cadre de la campagne électorale, elle est devenue intenable. On a l'impression que tout le monde l'a lâché, finalement, petit à petit, dans ses conseillers et chez les démocrates. La seule qui reste, c'est son épouse, Jill. Alors, il y a un resserrement des choses autour de Joe Biden, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément bon signe. Il a 3 conseillers aujourd'hui. C'est son épouse Jill, comme vous l'avez dit. C'est son fils Hunter, qui n'est pas forcément le meilleur conseiller. Et c'est sa sœur Valérie. Sa sœur Valérie, c'est sa sœur cadette. Alors elle l'a toujours accompagnée. C'est sa directrice de campagne. Hein. Joe Biden a toujours fait de la politique en famille. Quand on a une directrice de campagne qui est votre propre sœur, ça permet de la rémunérer avec l'argent de la campagne et tout le monde s'en sort très bien. Et c'est quelque chose que d'autres, reconnaissons-le, ont également fait aux États-Unis. Mais ce qu'on constate en effet, c'est qu'à l'issue du débat, ces 3 personnages ont fait corps derrière leur père, leur mari ou leur frère, Joe Biden, et ils ont critiqué ses conseillers. Parce que ce débat, Joe Biden l'avait préparé de manière minutieuse. Hein, il a passé 7 jours à Camp David, qui est la retraite privée du président des États-Unis, 7 jours à Camp David à ne rien faire d'autre que préparer le débat, avec une douzaine de conseillers sur chaque sujet, ils avaient reconstitué le plateau sur lequel devait avoir lieu le débat pour que Joe Biden ait ses points de repère. Il avait quelqu'un qui jouait le rôle de Donald Trump pour qu'il y ait des échanges entre les deux. Il est arrivé extrêmement préparé, trop préparé, fatigué, perdu, et il a très rapidement perdu les pédales. Et aujourd'hui, le clan Biden, en particulier son fils et son épouse, critique les conseillers de Joe en disant c'est de leur faute s'il a raté le débat. Ce qu'on constate, c'est donc il se resserre sur lui-même, sur son petit clan privé, c'est pas toujours bon signe. Et puis autour de lui, la décision n'est pas encore totalement prise. Vous avez des gouverneurs qui récemment l'ont rencontré à la Maison-Blanche et disent non, on le soutient, on reste derrière lui. Vous avez des élus qui, au contraire, commencent à dire il faut qu'il s'en aille. Et d'ailleurs, moi, je ne veux pas faire campagne avec lui parce qu'il va me faire tomber. Le problème de ça, c'est qu'il y a la présidentielle. Mais comme vous le savez, aux États-Unis, il y a plusieurs scrutins qui se déroulent en même temps. Et en même temps que les Américains vont élire leur président, ils vont réélire ou élire leurs représentants. Dans certains cas, élire le sénateur ou la sénatrice, élire le gouverneur, élire des représentants locaux. Et il y a toujours une incidence du premier choix que l'on fait concernant la présidentielle sur les choix que l'on fait en dessous, dans ce qu'on appelle le bas du bulletin. Et donc, beaucoup de démocrates aujourd'hui craignent que non seulement Joe Biden soit battu, ce qui semble être ce vers quoi on se dirige sans conteste, mais qu'il entraîne dans sa chute un certain nombre d'autres élus et que les démocrates se retrouvent sans rien du tout. Sans le Congrès, ils n'ont plus la Cour suprême pour l'instant. Au Sénat, on est à 50-50 officiellement, en fait une très très faible majorité pour les démocrates grâce au vote de la vice-présidente. Ça va sans doute changer. Et à la Chambre des représentants, ce sont les républicains qui ont une toute petite marge de manœuvre, mais qui pourraient s'étendre à l'issue du scrutin. Donc il y a plusieurs enjeux à cette élection, au-delà de la Maison-Blanche. Et ce que l'on craint aujourd'hui, c'est qu'un candidat Biden entraîne avec lui tout le château de cartes et que ce soit une catastrophe pour tout le monde. On a une idée de quelles possibilités s'offrent aux démocrates d'abord, qui décide si Joe Biden n'est plus apte à aller dans la course à la Maison-Blanche? Alors, le plus simple, ce serait qu'il se retire. Parce que les cartes sont dans sa main. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est lui qui a la nomination. Quelqu'un peut l'empêcher d'y aller? Non. Non. Non, s'il y va et que le process se déroule dans sa normalité, c'est lui qui obtiendra la nomination le 22 août prochain à Chicago, à la conclusion de la Convention nationale. Pourquoi? Parce que cette convention, elle réunit tous les délégués.
Et les délégués, ce sont les personnes qui ont été désignées à l'occasion de chaque primaire. Et il y a eu des primaires tout au long du printemps. On en a très peu parlé parce qu'il n'y a pas eu de conteste. On a su dès le départ que c'est lui qui aurait la nomination. Les démocrates avaient pris soin d'éviter qu'il y ait des défis. Souvenez-vous, Robert Kennedy Jr. s'est présenté à la nomination démocrate contre Joe Biden. C'était en juin 2023. On lui a fait comprendre qu'il n'avait aucun avenir à l'intérieur de ce parti. Et donc il a abandonné cette quête, il s'est mis en indépendant et aujourd'hui il se présente comme troisième candidat en indépendant. Mais au départ, il voulait remporter la nomination démocrate et l'un de ses sujets, c'est que le président n'était pas capable d'assumer un nouveau mandat. Et on lui a fait comprendre que la nomination, elle était destinée à Joe Biden et qu'il y aurait des primaires, mais qu'elle serait là uniquement pour la forme. Néanmoins, elles ont eu lieu. On ne reviendra pas sur cette décision, de toute façon. Ah non, c'est pas Kennedy qui va... trop tard. Oui, bien sûr. Ça, c'est beaucoup trop tard. Lui, il est tout seul maintenant, il est dans son petit camp. Par contre, les délégués, donc, ils sont attachés à Joe Biden. Et si Joe Biden est toujours candidat au début de la convention, ils vont voter pour lui parce qu'ils lui sont attachés et qu'ils ne peuvent pas voter pour qui que ce soit d'autre. Donc, c'est lui qui emportera la nomination. Maintenant, d'ici là, il peut accepter de se retirer. Pour moi, c'est ce que certains vont lui conseiller de faire dans les semaines à venir, dans les jours et les semaines à venir. Et les sondages qui sont organisés aujourd'hui aux États-Unis ont une importance majeure parce que c'est à partir de ces sondages qu'on lui imposera ou qu'on cherchera à faire qu'il accepte de se retirer. Il a quand même perdu 3 points en une semaine. Vous avez la carte électorale, comme on dit, elle est en train de s'étendre en faveur de Donald Trump et des Républicains. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'États qui semblaient acquis aux démocrates et qui l'ont été au cours des scrutins précédents, eh bien aujourd'hui, ils ne le sont plus. Les Républicains pourraient gagner. Donc on observe un basculement majeur en faveur du Parti républicain qui inquiète beaucoup les démocrates et à partir de là, ils vont comprendre qu'il faut se débarrasser de lui. Donc le plus simple, c'est de le convaincre de se retirer avant la convention du mois d'août. S'il se retire, il peut lui-même, je dirais, demander à ce que Kamala Harris prenne la relève, puisqu'elle est actuellement vice-présidente et qu'elle est numéro 2 sur son ticket. Maintenant, le choix de Kamala Harris, il n'est pas automatique. Il est logique parce que c'est elle qui a, je dirais, le plus de légitimité. Mais d'un point de vue des institutions ou de la réglementation au sein du Parti démocrate, si Joe Biden se retire, eh bien, on entre dans ce qu'on appelle une convention ouverte, c'est-à-dire qu'il libère tous ses délégués et quiconque souhaite se présenter peut se présenter et on aura des délégués qui voteront et il faudra que l'un des candidats emporte la majorité. Ce sera une primaire interne. Une primaire interne, comme cela se faisait avant l'âge de la télévision. Comme ça se faisait avant. Alors justement, à ce sujet, certains ont parlé du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Oui, il y a plusieurs noms qui courent. Lui fait partie de ceux dont on parle le plus. Il a une 50aine d'années, il est bel homme, il est de l'État le plus riche et le plus peuplé de l'Union. Il a été réélu à son poste de gouverneur. Il est d'une gauche libérale bon teint, extrêmement, très libérale au sens anglo-saxon du terme, oui, c'est-à-dire social-libéral. Progressiste, quoi. Très progressiste, c'est le terme qu'on utilise en français. Donc il a une certaine reconnaissance nationale, on sait qui il serait capable de lever des fonds assez rapidement. C'est Emmanuel Macron, en fait. Oui, un petit peu, une forme de macronisme peut-être encore plus progressiste que Macron. Donc il fait partie des gens dont on parle. C'est pas le seul. On parle de la gouverneure du Michigan, qui est une femme qui s'appelle Gretchen Whitmer, qui s'est beaucoup opposée à Donald Trump durant le Covid, et qui est une femme de caractère, et elle pourrait tenir tête à Trump dans le cadre d'un débat. On parle d'autres gouverneurs, on parle aussi même de Michelle Obama et d'Hillary Clinton, ça va jusque-là. C'est-à-dire que la difficulté de ce process, c'est que le temps est très court. Si Biden décidait demain de se retirer, il resterait à peine 6 ou 7 semaines d'ici la convention. Mais à mon avis, il va attendre les prochains sondages. Il va voir s'il est capable de redresser la barre. Supposons que les sondages qui sortent d'ici une dizaine de jours montrent qu'il a stoppé l'hémorragie et même qu'il est en train de regagner du terrain, de regagner la confiance des électeurs. Ça change tout. Là, vous voyez, c'était juste un mauvais épisode. On va se redresser, je reste.
Et là, les démocrates sont coincés avec lui jusqu'à la convention, et c'est lui qui contrôle les choses. Si l'hémorragie se poursuit, voire s'aggrave, il va être peut-être lui-même tenté de ne pas ruiner sa réputation et d'autres choses, et de se dire « oui, j'arrête ». Il sera convaincu. À mon avis, l'annonce viendra après la convention républicaine. Parce que du 15 au 18 juillet, il y aura la convention républicaine qui aura lieu dans le Wisconsin. Et c'est cette convention qui va introniser Donald Trump. Et les républicains vont monopoliser les médias pendant les 4 ou 5 jours de cette convention. Donc pour ne pas arriver dans un paysage médiatique déjà occupé, je pense que Joe Biden va attendre, que les démocrates vont attendre. Et juste après cette convention, ils vont dire qu'ils se retirent, que quelqu'un d'autre prend sa place, de façon à couper un petit peu l'élan médiatique qui est supposé suivre la convention républicaine, changer le narratif, reprendre le monopole de l'information, et ils auront 1 mois pour s'organiser derrière un ou une candidate. Et si c'est Kamala Harris, elle devra se trouver un autre vice-président, et quel que soit... il y aura de toute façon un vote lors de la convention. Les délégués se prononceront. Simplement, si Biden se retire, ces délégués sont libérés, donc il peut y avoir un ou plusieurs candidats. L'autre avantage de Kamala Harris, c'est comme elle est déjà sur le ticket, comme on dit le ticket, c'est la deuxième, elle aurait accès à la cagnotte. Parce qu'il y a un certain nombre de fonds qui ont été levés pour la cause de Joe Biden. Et ces fonds sont liés à Joe Biden et à sa candidature. Gavin Newsom n'y aurait pas accès. Il faudrait trouver un autre moyen. Oui. Et ça représente beaucoup d'argent. Donc il y a 200 millions de dollars qui sont là à attendre, auxquels Kamala Harris aurait droit, mais un autre candidat, pas forcément. Pour ce qui est de Kamala Harris, on en avait beaucoup parlé au moment de l'élection de Joe Biden. On s'attendait à avoir une vice-présidente très présente, très efficace. Oui. Objectivement, c'est plutôt une déconvenue. Ah, elle a beaucoup déçu. Elle a énormément déçu. Elle a déçu à la fois sur le fond et sur la forme. Parce qu'elle a montré qu'elle avait des lacunes, je dirais, de politique internationale majeures. Elle connaît pas son sujet. Elle a été avant avocat général de l'État de Californie. Et en Californie, elle était dans un cadre extrêmement, je dirais, qui lui convenait, qui la protégeait. C'est une femme, elle est noire, elle est progressiste, dans un État progressiste, acquis aux démocrates. Elle n'a eu aucune difficulté, je dirais, pour monter dans sa carrière une fois qu'elle a eu réussi à la lancer. Maintenant, quand elle est arrivée dans le grand bain en tant que vice-présidente, Joe Biden lui a confié 2 dossiers, dont le dossier de l'immigration, qui n'est pas forcément un dossier facile. Et là, elle a été totalement effacée. Et puis, lorsqu'elle fait des déclarations, elle aussi, lorsqu'elle n'a pas un téléscripteur ou un téléprompteur devant elle, lorsqu'elle ne lit pas un texte déjà écrit, elle n'est pas forcément capable d'improviser, sauf sur quelques sujets qu'elle connaît très bien, comme le sujet des droits civiques et autres. Mais ça ne suffit pas pour être élue, ça ne suffit pas non plus pour être présidente et surtout pour être commandante en chef. Parce que le président des États-Unis est le commandant en chef des armées. Elle n'a absolument aucune expérience militaire et elle a très très peu d'expérience internationale. Et c'est pas les quelques occasions où elle est venue remplacer Joe Biden qui vont suffire à lui donner de la crédibilité sur ce fond-là. Et puis on a bien vu dans sa première campagne, rappelons qu'elle a fait campagne en 2020 contre Joe Biden au départ, avant d'être rappelée par lui comme vice-présidente. Et elle a eu un premier impact qui était très très positif. À l'été 2019, elle était montée assez rapidement dans les sondages. Elle était passée de 3 à 10. Et puis elle n'a jamais réussi à aller au-delà. Elle est retombée. Et à l'automne, elle a abandonné la course parce qu'elle n'avait plus aucune chance. Donc en campagne, elle-même, elle n'avait pas forcément convaincu. Est-ce que vous avez le sentiment que cette configuration, ce gros flottement du côté des démocrates, est un avantage pour Donald Trump ? Oui et non, figurez-vous. Oui et non. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, si Joe Biden se maintient, je pense qu'il va dans le mur. Et que les démocrates vont dans le mur avec lui. Il est clair, tout le monde l'a compris, que je préférerais que ce soit Donald Trump qui l'emporte. Je pense que ce serait un bien meilleur président qui ferait une bien meilleure politique que ce que les démocrates ont à proposer. Donc à gagner pour gagner, je pense que si rien ne change, Donald Trump se dirige vers une victoire relativement confortable. Après, une fois que vous changez de candidat, on ne sait pas ce qui peut se produire. Il peut y avoir un ralliement, pour moi, Gavin Newsom n'est pas forcément ni Kamala Harris. Joe Biden, Donald Trump l'a dit dans la petite vidéo que vous avez montrée au tout début, dans des termes un petit peu excessifs, un petit peu fleuris, comme vous l'avez souligné. Un peu Trump, quoi. Très méprisant, ce qui n'est pas nécessaire. Par contre, il a raison sur le fond.
Voilà, pour moi, c'est pas une candidate. Ça, c'est une constante forte. souvent pour Donald Trump. C'est une constante chez Donald Trump. Oui. Il a souvent raison sur le fond, mais sur la forme... Il le fait mal. Et ça le dessert. Je pense. Bon, ça fait partie du personnage. Avec un Gavin Newsom, on peut s'attendre on ne sait pas à quoi s'attendre en vérité. Mais pour moi, les démocrates ont besoin d'un électrochoc, et c'est pourquoi j'ai évoqué Michelle Obama. Alors, ce serait peut-être pas le bon électrochoc, mais Obama reste un personnage central au sein du parti démocrate. Il parle régulièrement avec Joe Biden. La plupart des conseillers de Joe Biden sont d'anciens conseillers de Barack Obama. C'est sans doute le personnage qui a le plus d'influence sur la politique américaine aujourd'hui. Ça reste un personnage fédérateur, qui avait été élu en créant cette coalition que l'on pensait imbattable pendant des décennies. Il reste relativement populaire très populaire auprès des démocrates et auprès des électeurs indépendants. Et il faut aussi compter avec eux. Alors lui ne peut plus revenir, mais évidemment son épouse le peut. Et c'est une femme, elle est également noire, donc sa présence conforterait deux groupes d'électeurs et d'électrices essentiels au Parti démocrate. Donc il y a une certaine logique politique à aller chercher quelqu'un comme Michelle Obama. D'autant qu'elle affirme surtout ne pas vouloir cela. J'espère que ça ne donnera pas d'idée en France, Ah, non, on n'est pas tout à fait dans les mêmes perspectives encore. Mais si vous voulez, il y a quand même cette idée, si la nation vous appelle, vous devez répondre à cet appel. Donc aujourd'hui, Michelle Obama vous dit qu'elle ne veut surtout rien entendre de la politique, elle ne veut surtout pas être candidate. Mais si on commence à insister auprès d'elle et on fait une sorte d'union nationale derrière elle, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc là, les cartes sont très, très, très ouvertes et il est plus simple de faire avec le diable qu'on connaît qu'avec le diable qu'on ne connaît pas. Donc je pense que pour les républicains, que Joe Biden persiste à être candidat, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour les républicains. Alors, on a le sentiment quand même que tous les feux sont au vert en ce moment pour Donald Trump, puisqu'on a vu récemment aussi cette décision de la Cour suprême quant à son immunité présidentielle, Absolument. c'est-à-dire pendant son mandat, pendant son passage à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement de quoi il s'agit ? Oui, alors ça a été un très très bon mois pour Donald Trump, c'est vrai. Au mois de juin, chaque année, la Cour suprême prend un certain nombre de décisions. Ils étudient des dossiers, ils annoncent qu'ils vont étudier des dossiers, ils se réunissent, etc. Et puis, ils publient les décisions fin juin. Et donc, l'une des décisions qui est tombée est une décision qui a été précipitée par les poursuites engagées par le procureur spécial Jack Smith contre Donald Trump au sujet, entre autres, des événements du 6 janvier 2021. L'une des défenses de Donald Trump, c'est de dire qu'il a acquis dans le cadre de ses fonctions et donc qu'il bénéficie d'une immunité présidentielle. C'est quelque chose qui, jusqu'à cet événement, n'avait jamais été évoqué ou n'avait jamais été, je dirais, mis en doute. Ce que la Cour suprême a fait, c'est qu'elle a confirmé l'existence de cette immunité présidentielle, à savoir que le président est couvert par sa fonction pour les décisions qu'il prend dans le cadre de sa fonction. C'est le seul moyen pour que le président puisse agir de manière impartiale et je dirais de manière aussi juste, sans penser à l'avance à ce qui pourrait lui arriver après coup, lorsqu'il n'était plus président, s'il n'avait pas une telle immunité. Bien sûr. Pour moi, c'est un principe juridique qui a toujours existé et que la Cour suprême s'est contentée de réaffirmer. La déclaration qu'a fait Joe Biden à la suite de cette décision de la Cour suprême, pour moi, est d'une totale mauvaise foi. On va l'écouter ? On peut l'écouter. On l'écoute tout de suite. Voilà. Cette nation a été fondée sur le principe qu'il n'y a pas de roi en Amérique. Chacun d'entre nous est égal devant la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis. Avec la décision prise aujourd'hui par la Cour suprême sur l'immunité présidentielle, cela a fondamentalement changé. Pour tous, à toute fin pratique, la décision d'aujourd'hui signifie presque certainement qu'il n'y a pratiquement aucune limite à ce que le président peut faire. Il s'agit d'un principe fondamentalement nouveau et d'une dangerosité sans précédent. Alors là, c'est vraiment, on agite le chiffon rouge. Oui, mais c'est totalement ridicule. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste, mais je connais très bien les institutions américaines. C'est parfaitement ridicule et c'est totalement faux. Et c'est là où la presse devrait quand même... on est supposé aujourd'hui avoir ce qu'on appelle, excusez-moi de l'anglais, des fact-checkers.
des vérificateurs. On en a en France, mais c'est gratiné. Hein. Voilà. Mais là, donc, ce qu'a dit le président, de la part d'un président, c'est parfaitement ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que les institutions américaines sont des institutions républicaines basées sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, dont le sommet est la Cour suprême, qui interprète la Constitution. Ça ne change rien à la séparation des pouvoirs. Donc, il n'y a pas de roi aux États-Unis sous prétexte que cette Cour suprême a réaffirmé cette immunité présidentielle. Au passage, M. Biden est lui-même protégé par cette immunité présidentielle. Je rappelle que l'une des caractéristiques de sa politique a été l'ouverture de la frontière. Favoriser l'immigration clandestine en n'empêchant plus les passages de gens qui souhaitent le faire, notamment par le Mexique à travers la rivière Rio Grande. Cette immigration clandestine massive, sans précédent, a permis à certains criminels, on va le dire, d'entrer aux États-Unis. Et on a même constaté que certains pays, consciemment, le Venezuela entre autres, étaient en train de vider leurs prisons et d'emmener ces gens à la frontière aux États américaines et de leur dire maintenant vous allez au nord et vous faites ce que vous voulez sur place. Et il y a un certain nombre d'Américains qui ont été victimes de crimes, de meurtres. Des femmes, des enfants, tout récemment, une jeune enfant de 12 ans qui a été violée et tuée au Texas. Donc des crimes qui sont absolument horribles et qui sont le fait, on le sait, d'immigrants clandestins arrivés très récemment sur les États-Unis ayant profité de la porosité de la frontière. Excusez-moi, mais s'il n'y a pas d'immunité présidentielle, vous pouvez très bien poursuivre le président des États-Unis pour complicité. Parce que c'est son action qui a permis à ce criminel d'être présent et d'agir comme il l'a fait. Donc M. Biden a beau dire que c'est un scandale, c'est pas du tout un scandale, ça fait partie, je dirais, des règles politiques. Oui, ça lui profitera aussi à lui, quoi. Et voilà. Et puis imaginez quand Obama décide de faire assassiner Osama Ben Laden, on est dans le cadre d'une décision présidentielle où il prend le choix de tuer un adversaire. C'est un adversaire, c'est pas un citoyen américain. On est peut-être dans le prolongement d'une guerre, mais à partir du moment où vous mettez en doute ce type d'immunité, pensez bien que les juristes vont se précipiter dans la brèche. Donc pour moi, la décision, elle n'est ni surprenante, ni bouleversante. Elle se contente de réaffirmer un certain nombre de faits qui sont compris dans les institutions américaines et qui permettent au gouvernement de gouverner. Simplement, c'est quelque chose qui coupe l'herbe sous le pied d'un certain nombre de poursuites engagées contre Donald Trump, notamment par ce procureur spécial Jack Smith, parce que ça exonère automatiquement Donald Trump d'un certain nombre de charges pesant contre lui. Au passage, ça peut même avoir un impact sur le jugement qui vient d'être passé à New York. Si vous vous souvenez, Donald Trump a été condamné à New York dans le cadre de ce paiement à cette actrice pornographique qui constituait une falsification de ses comptes de campagne et pour lesquels il risque je ne sais plus combien d'années de prison. Il a été jugé coupable sur les 34 chefs d'accusation. Simplement, cette affaire, elle porte en partie sur des faits qui sont postérieurs à son entrée à la Maison-Blanche. Donc là, il pourrait y avoir un effet indirect qui lui permette de remettre en cause l'essentiel de ce jugement, peut-être 30 des 34 chefs d'accusation, et donc il y aura une incidence de cette décision même sur ce procès-là. Par contre, l'impact immédiat, c'est sur les poursuites concernant le 6 janvier. Ce qui est quand même amusant, c'est qu'on a le sentiment là que c'est un peu une restitution de la justice pour Donald Trump qui, objectivement, malgré ses frasques, malgré ses pratiques un peu douteuses, là, cette histoire à laquelle vous faites référence avec Stormy Daniels, l'actrice de films pornographiques, c'est une histoire, je l'ai lu à plusieurs reprises dans les médias français, c'est une histoire de corne-cul, ça n'a pas de conséquences gravissimes pour la tête des États-Unis. On a le sentiment que paradoxalement, le clan Biden, et c'est le titre de votre ouvrage d'ailleurs, qui s'est penché sur toutes ces affaires autour du clan Biden, elles sont toujours un peu mises sous silence. Ah oui, toujours, bien sûr, il y a toujours le cover-up. Mais c'est, comme vous dites, c'est l'échec de la judiciarisation des campagnes électorales. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que c'était l'un des objectifs des démocrates de toujours faire campagne contre Trump. De faire de Donald Trump le sujet de la campagne. Le sujet de la campagne pour son comportement politique le 6 janvier, le sujet de la campagne pour son comportement en privé, Stormy Daniels, pour simplifier les choses.
Ce qu'on constate, c'est que le débat a fait que c'est Joe Biden qui est devenu le sujet et le centre de la campagne sur son âge. Mais il n'empêche qu'on constate depuis quelques années que les démocrates profitent d'un système qui leur est largement favorable, à ce que j'appelle l'État profond, qui est constitué de la bureaucratie, mais un certain nombre d'élus locaux, et également de l'appareil judiciaire, notamment dans certains États extrêmement progressistes comme New York. C'est pas un hasard si Donald Trump a été poursuivi 2 fois à New York. Et on constate que d'un autre côté, la justice est beaucoup plus lente à s'intéresser aux affaires du clan Biden et à certains démocrates. Et souvent, elle ne le fait que parce que, je dirais, elle y est obligée. Si je veux prendre quelques minutes et revenir un tout petit peu sur le sujet de mon propre livre, qui est indirectement dans l'actualité, parce que tout récemment, le fils Biden, Hunter, lui-même a été finalement condamné en justice pour détention et achat d'armes illégales. Voilà. Et s'il l'a été, c'est parce que la justice s'est finalement intéressée à son cas, alors que pendant des années, elle fermait délibérément les yeux. Là encore, si je peux me permettre, c'est comme Stormy Daniels, quoi. C'est quelque chose de pas très important au regard de tout ce qui pourrait être reproché à Hunter Biden, notamment le trafic d'influence que vous décrivez dans votre ouvrage, qui est absolument délirant. Oui, mais ça va y mener, si vous voulez, parce que les poursuites contre lui ont été divisées en 2. Là, l'achat d'armes, alors c'est la justice américaine, il y a 50 États. Donc l'achat d'armes s'était passé dans le Delaware, son État de résidence chez lui, et donc il a été poursuivi dans cet État et condamné. Maintenant, ces différentes activités l'ont amené beaucoup en Californie, et il est poursuivi en Californie pour fraude fiscale, quant à justement certains paiements qu'il a reçus et ce qu'il a fait avec cet argent. Le procès aura lieu en septembre, et c'est à l'occasion de ce procès que l'on risque de reparler de toutes ces affaires. Mais il n'est que Hunter Biden, il n'est pas Joe Biden. Donc on pourra souligner les liens qui ont pu exister entre lui et son père à cette occasion, mais c'est toujours pas le père qui est directement menacé, alors que ce que je raconte dans mon livre, c'est que le père a été intimement impliqué dans les affaires de son fils et qu'il les a favorisés, et qu'il les a favorisés consciemment. Et qu'à ce titre-là, son attitude a été répréhensible, et que les Biden ont véritablement mis en place un trafic d'influence pendant toutes les années où Joe Biden était vice-président. Ce qui est ironique dans cette histoire, si vous voulez, c'est que au cœur des affaires Hunter Biden, il y a le fameux ordinateur dont nous avons déjà parlé ensemble, que vos internautes et vos auditeurs et spectateurs connaissent, ou téléspectateurs, ce fameux ordinateur dont les démocrates et même le FBI et les agents du renseignement ont nié l'existence, ce qui a eu une incidence directe sur l'élection de 2020. Souvenons-nous, le scoop du New York Post concernant le contenu de cet ordinateur, il sort le 14 octobre. Et il est tué immédiatement par les médias, les réseaux sociaux et toute l'équipe de campagne de Joe Biden qui dit c'est de la désinformation russe, il faut surtout pas croire ce qu'on est en train de vous raconter. On sait aujourd'hui que ce n'était pas de la désinformation russe, qu'il était bien réel, parce que cet ordinateur... Encore raté. Voilà, c'est la pièce à conviction principale qui a permis la condamnation de Hunter Biden dans le cadre de l'affaire de port d'armes, et qui restera la pièce à conviction principale dans son affaire de fraude fiscale à partir du mois de septembre. Donc voilà, encore une fois, ce que je raconte, c'est la réalité, ce que tout le monde... Enfin, ce que je raconte, je suis pas le seul à le raconter, mais ce qui était visible pour tout le monde, ça a été nié, et c'est un peu comme l'état de santé de Joe Biden. Oui, voilà, il y a plusieurs cover-up, il y a plusieurs campagnes de dissimulation, c'est systématique, il y a une forme de déni de réalité. Ne croyez pas ce que vos yeux vous montrent, ne croyez pas ce qu'on vous dit, mais croyez ce que le pouvoir vous dit de croire. Voilà. La vérité prend toujours l'escalier. Alors j'aimerais à présent qu'on avance sur la question internationale, parce que bien entendu, le monde pose de nombreuses questions, et en tant que président des États-Unis et que futur président des États-Unis, que ce soit
pour le moment, Joe Biden ou Donald Trump, ils seront confrontés à une situation, on va dire, incandescente. Parmi les points chauds de la planète, bien sûr, la guerre en Ukraine. On a vu d'ailleurs que pendant son mandat, Joe Biden, avec les aides financières qui étaient prodiguées à l'Ukraine, pouvait avoir une forme d'impopularité, avec les finances des Américains qui se dégradent et cette aide toujours plus importante pour l'Ukraine puis pour Israël. Mais restons sur l'Ukraine à présent. Comment voyez-vous cela aujourd'hui ? Est-ce que pour les Américains, c'est important cette question de la guerre en Ukraine déjà ? Alors, oui, même si elle n'est pas la première question. La première question pour les Américains aujourd'hui, c'est l'inflation. C'est le coût de la vie. Mais du coup, c'est lié. Ah oui, oui, c'est lié, parce qu'il y a aussi la question énergétique derrière, en plus, qui lie cela. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si Trump est élu, les choses vont changer, ça c'est sûr. Parce que Trump s'en est vanté, vous l'avez vous-même dit à plusieurs reprises, être capable de faire la paix en Ukraine en 24 heures dès qu'il serait élu. Bon, c'est peut-être pas ce qui va se passer exactement, mais je pense que c'est un dossier qu'il aura à cœur de résoudre. Et de résoudre, étant donné que les États-Unis ont jusqu'à présent soutenu l'Ukraine, il ne va pas être question pour les États-Unis de soutenir totalement la version de Vladimir Poutine. Ils vont eux aussi vouloir sauver la face. Ce sera une victoire pour Trump s'il parvient à faire la paix, même avec l'aide d'autres personnages, dont Viktor Orban, qui est très impliqué dans le sujet, comme on le voit en ce moment. Mais il y aura, je dirais, une forme de négociation où on trouvera une solution de manière plus ou moins rapide et où Zelensky sera amené à comprendre qu'il ne pourra pas bénéficier de l'aide américaine, je dirais, à la même échelle que celle dont il a pu bénéficier depuis le début du conflit. Ça, je crois qu'il l'a déjà compris, parce que petit à petit, les États-Unis reculent. C'est l'Union européenne qui prend un peu le relais, avec plus ou moins de succès, d'ailleurs. Point de vue de l'armement, c'est toujours les États-Unis. Oui, pour l'armement, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui coûte le moins cher aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est une fausse aide. Bien sûr. C'est ce qui profite presque aux États-Unis. Voilà, ça coûte aux contribuables. Parce que finalement, c'est le gouvernement fédéral qui passe des contrats avec les compagnies d'armement qui vendent des armes à l'Ukraine, alors que ces armes, elles sont en fait achetées par le gouvernement fédéral, c'est-à-dire les contribuables américains. Mais ça fait aussi tourner l'économie américaine, d'une certaine façon. Donc, mais même cette aide-là se ralentit. Par contre, ce que les Américains constatent, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent pour l'Ukraine, très peu pour la frontière, très peu pour les gens qui sont victimes de crimes ici, et électoralement, ça passe très, très mal. Donc, redéfinir le rôle des États-Unis dans ce dossier sera l'un des thèmes de la campagne et, à mon avis, aura un impact immédiat dans le cadre d'une élection de Donald Trump. D'autant que ce dossier est lié à l'énergie et le grand sujet de Donald Trump, c'est pour les États-Unis de retrouver ce qu'on appelle l'indépendance énergétique. Je rappelle que les États-Unis sont le premier consommateur d'énergie au monde, mais ils ont aussi le potentiel d'en être le premier producteur d'énergie fossile. Pétrole, hydrocarbures et autres gaz naturels. Et depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, au nom de la transition énergétique, on a considérablement réduit et limité les capacités des États-Unis à produire des énergies fossiles. Ce qui a eu pour première conséquence de faire exploser le prix du pétrole, d'accord, de faire monter le prix de l'essence à la pompe pour les Américains, mais également de faire en sorte que Vladimir Poutine en Russie ou même les Iraniens aient des revenus plus élevés et financent leur propre conflit. C'est quand même grâce à la montée des prix du pétrole et puis en partie, je dirais, au fiasco du retrait d'Afghanistan, que Vladimir Poutine s'est senti, je dirais, les capacités d'agir en Ukraine et d'intervenir. Peut-être ne l'aurait-il pas fait dans un autre contexte. C'est grâce à leurs revenus pétroliers qui ont considérablement augmenté depuis que Joe Biden est à la Maison-Blanche que les Iraniens ont pu financer l'opération du 7 octobre, qui a été totalement préparée par le Hamas en Iran, et donc provoqué l'explosion que l'on constate aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc on a une double conséquence, je dirais, de la politique américaine sur la situation internationale. Et puis la perte de lien fort avec l'Arabie Saoudite, petit à petit aussi. Également, mais ça, à mon avis, c'est rattrapable. Ça reste rattrapable, ça le sera par Trump. D'autant, Trump n'a pas traité l'Arabie Saoudite de paria, comme l'avait fait Joe Biden.
pour pas grand-chose d'ailleurs. Trump, dans son plan de paix au Proche-Orient, la paix d'Abraham, l'Arabie Saoudite était un acteur majeur. Et l'objectif, c'était une forme de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs, à mon avis, pour cela que le Hamas a agi au moment où ils l'ont fait pour empêcher que ce rapprochement puisse se concrétiser, parce que ça les mettait considérablement hors jeu. Donc il y aura un impact évident d'une élection de Donald Trump sur la situation internationale, beaucoup plus que si Biden ou un démocrate était réélu. Parce que là, on est dans la continuité et on peut très bien envisager un conflit en Ukraine qui se gèle, qui se prolonge sans qu'il y ait de sortie. Et puis on voit bien que chez les démocrates, vis-à-vis de la situation au Proche-Orient, vous avez une situation très inconfortable parce que l'aile la plus radicale du Parti démocrate est officiellement antisioniste, définitivement anti-israélienne et en partie antisémite. Et on constate également aux États-Unis une montée des actes antisémites, notamment sur les campus, chez les plus jeunes et les plus radicaux, qu'on n'a jamais observé jusqu'à présent. Et que les Américains découvrent avec une certaine forme d'horreur. Que eux-mêmes, eux qui ont été le premier protecteur d'Israël, qui sont à la fondation même de la naissance de l'État d'Israël, constater qu'il y a chez eux des actes et des affirmations à caractère antisémite non retenues, c'est un choc qui n'attendait pas. Et ça vient principalement de l'aile la plus radicale du Parti démocrate. Donc dans la perspective de l'élection d'un candidat démocrate ou d'une réélection de Joe Biden, cette question, elle se poserait et cela pourrait redéfinir une relation extérieure fondamentale. Donald Trump, pour lui, il n'est pas question de se détourner de l'État d'Israël et il serait beaucoup plus impliqué. Rappelons que c'est lui qui avait quand même autorisé le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Absolument. Ce que tous les présidents avant lui auraient pu faire depuis Bill Clinton, mais n'avaient jamais eu le culot ou le courage de faire. Donc son engagement sur ce dossier-là, il est beaucoup plus clair que celui de Biden et des démocrates. Alors justement, une question, peut-être on arrive à la conclusion de cette émission. On sait que Donald Trump a été souvent en conflit avec l'État profond américain, dont on a parlé quand il était à la tête de l'État. Est-ce que l'on peut s'attendre soit à une forme de renoncement de Donald Trump pour arriver au pouvoir pour un deuxième mandat, soit au contraire, une forme d'émancipation totale de Donald Trump qui aura les coups des franches puisqu'il n'aura pas d'objectif de troisième mandat derrière? Alors c'est une très bonne question et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Dans ce qui me semble, il y a deux choses. Trump va vouloir rassembler l'Amérique. Tout le monde dit Trump a divisé l'Amérique. C'est faux. L'Amérique était divisée et Trump est la conséquence de cette division. Et Trump, l'émergence de Trump, c'est la conséquence du rejet de toute une partie de l'Amérique par les élites urbaines, qui n'ont pas compris qu'il y avait deux pays. Il y en a un qu'on ne voit pas, qui travaille, qui est beaucoup plus sur les traditions. Et puis il y en a un qu'on voit, qui peut travailler, mais qui est souvent très très assisté, ou bien qui a des professions qui rapportent beaucoup plus. C'est l'élite urbaine sur laquelle se repose aujourd'hui le Parti démocrate. Et les grands électeurs qui ont fait le Parti démocrate depuis Franklin Roosevelt jusqu'à Ronald Reagan, aujourd'hui se sont détournés de ce parti et sont devenus les électeurs républicains. Le Parti républicain est le parti des travailleurs et des artisans indépendants. Donc Trump n'est absolument pas celui qui a divisé l'Amérique, mais c'est celui qui a émergé à cause de cette division de l'Amérique. S'il fait un deuxième mandat, et comme il n'aura pas droit à un troisième, il voudra être le rassembleur. Donc il ne cherchera pas à provoquer le camp adverse. Et il l'a affirmé, il a dit pour moi, la meilleure rétribution, c'est de gagner. Donc je pense que ceux qui pensent qu'il y aura des procès contre un tel parce qu'ils ont été méchants avec les républicains, c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, oui, il va chercher à démanteler l'État profond. Ça, c'est une évidence. Démanteler l'État profond, ça veut dire limiter les budgets et l'influence d'un certain nombre d'agences. Faire en sorte, par exemple, que des gens qui se retrouvent à la tête d'une agence avec une influence aussi importante que l'Agence pour la protection de l'environnement, qui décide des politiques de l'énergie, en vérité, et qui ont à leur tête des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont nommés par le pouvoir et qui n'ont pas nécessairement besoin de passer par une confirmation de la part du Sénat, eh bien faire que ces postes passent par une confirmation politique
pour qu'il puisse y avoir un contrôle de l'exécutif sur ce qui se passe derrière. Ça risque d'avoir lieu. Donc évidemment, il y a une certaine peur au sein de l'État profond, de la part de hauts fonctionnaires qui se disent « mais s'il est élu, moi je suis au chômage ». Donc ça, à mon avis, ça va se faire, et on aura peut-être une première tentative, depuis les années Ronald Reagan, de réduire considérablement la taille, ce qu'on appelle la taille du gouvernement. Il existe aux États-Unis, par exemple, un département de l'éducation, de l'enseignement. D'accord ? Ce qu'on appellerait chez nous l'éducation nationale. On peut s'interroger sur la nécessité de ce ministère, parce que on est sur une fédération de 50 États où les États conservent énormément d'autonomie quant à la façon dont ils peuvent organiser leur système d'enseignement. Oui, c'est pas nécessairement une compétence fédérale. Non, en fait. Voilà, elle n'est pas justifiée. On peut très bien imaginer que ce département ministériel soit carrément supprimé, que ce soit les États qui décident. De même que, d'ailleurs, ça fait partie, je dirais, de la Constitution des États-Unis, de la façon dont le pays est construit. Quand vous lisez la Constitution, il y a 7 articles. Les 3 premiers, c'est les 3 pouvoirs, et le législatif d'abord, législatif, exécutif, puis judiciaire. Les 4 articles restants dans la Constitution traitent des rapports entre l'État fédéral et les États. La subsidiarité, quoi. Voilà. Tout simplement. Et il est spécifié dans un certain nombre de cas que tous les États qui ne sont pas, tous les droits qui ne sont pas spécifiquement attribués au gouvernement fédéral sont réservés aux États. Et donc la tendance d'une administration Trump serait de remettre en place cette structure qui est à la base même des États-Unis, et donc de diminuer la taille, l'influence et le budget du gouvernement fédéral, ce qui au passage pourrait avoir pour conséquence de permettre enfin de s'attaquer à la dette. Absolument. Et comme derrière on aura une politique de croissance économique, c'est par la croissance que les États-Unis essaieront de s'en sortir vis-à-vis de cette dette, on peut avoir ici, je dirais, l'embryon d'une solution sur ces 2 sujets majeurs. Et alors, toute dernière question, Gérald Olivier, on a évoqué tout à l'heure la possibilité que Joe Biden jette l'éponge ou soit finalement plus ou moins contraint de le faire pour ne pas se représenter pour 4 ans de plus, comme le dit le slogan. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit aussi conduit à démissionner de son mandat avant la fin de celui-ci, c'est-à-dire avant janvier prochain ? Alors, il peut démissionner à tout moment. Ça c'est jamais facile, ça s'est fait avec Nixon. Nixon a démissionné juste avant qu'on essaye de le destituer. Donc il avait fait le bilan de ce qui lui est arrivé après le Watergate. Il a quitté sa présidence. Joe Biden peut démissionner demain s'il le souhaite. Auquel cas, Kamala Harris deviendrait présidente. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'il le fera. Il n'y a pas de crise institutionnelle en cas de démission, il y a une succession, et Kamala Harris deviendrait présidente. Et en tant que présidente, elle aurait, je dirais, un avantage acquis par rapport aux autres candidats pour la nomination suivante. Elle se choisirait un vice-président ou, qui sait, une vice-présidente. Donc, Joe Biden a la possibilité de démissionner. Maintenant, le faire démissionner, se débarrasser de lui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça passerait par ce qui s'appelle le 25e amendement. Le 25e amendement, ce serait l'invocation par l'ensemble de son propre gouvernement. Donc Kamala Harris en tête. Donc on aurait là son propre gouvernement qui se retournerait contre lui, qui dirait le président n'est plus en état d'assumer sa fonction, auquel cas il rédige un courrier à l'endroit du Congrès pour signifier ce fait. Le Congrès peut faire une enquête qui peut passer par une enquête médicale, en disant il a plus toute sa tête, envoyez un médecin, il va vous confirmer les faits. Et après, il faut que le Congrès confirme à une majorité des 2/3 que le président n'est plus en état de gouverner, et donc on invoque ce 25e amendement, et c'est à nouveau Kamala Harris qui devient présidente. C'est plus long, c'est plus compliqué, et ça aurait l'apparence d'une crise politique. Par contre, il peut très bien renoncer à se présenter, tout en restant président. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là-dedans ? Pas forcément, parce qu'il peut très bien dire qu'il est capable de le faire là. C'est la dernière ligne droite, voilà. Mais après ce sera compliqué. Il peut tenir, il a 3 mois à tenir, en vérité 7 jusqu'à janvier, mais 7 mois, c'est plus court que 4 ans. Alors au passage, ça conviendrait beaucoup à beaucoup de ses conseillers. Et on n'en a pas parlé parce qu'on a été plutôt consensuel aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que les démocrates se préparent à une défaite.
C'est-à-dire qu'au sein de l'appareil politique américain aujourd'hui, vous avez tout un tas de textes qui sont en train d'être votés et de réglementations qui sont en train d'être imposées pour tenter d'empêcher Trump, une fois qu'il sera président, de mettre en place le plan dont je vous parlais il y a quelques minutes de démantèlement de l'État profond. Donc les deux choses se font. Et pendant les quelques mois où il resterait à Biden à la tête du pays, eh bien ses conseillers et les hauts fonctionnaires, eux, sont très très actifs pour essayer de consolider ce qu'ils peuvent encore consolider. Je vous remercie beaucoup, Gérald Olivier, d'avoir fait la lumière sur une situation absolument incroyable quand même, oui, c'est sans précédent, aux États-Unis. C'est vrai, sans précédent. C'est avec plaisir. Merci de votre invitation. De toute façon, vous reviendrez. Visiblement, il y a plein de rebondissements en prévision. Chers amis, j'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que la situation sera plus claire pour vous. J'espère aussi que vous avez déjà cliqué sur le fameux petit pouce en l'air qui améliore ce référencement. Laissez-moi vos commentaires, je les lis, j'y réponds. Chacun peut le constater chaque semaine. Je considère que c'est important. N'oubliez pas non plus de relayer cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que cette fois, on pourra parler de politique intérieure. À bientôt.